Merci pour l'invitation et merci pour votre introduction. Je voudrais d'abord modifier légèrement le titre de ma communication. Les conséquences de la guerre sur la communauté scientifique en Europe. C'est mieux que la vie universitaire. La communauté scientifique. C'est devenu un lieu commun que de définir la Première Guerre mondiale comme la catastrophe originelle de l'Europe. Habituellement, on pense à ce propos aux millions de soldats et de civils tués ou même aux conséquences politiques, sociales et économiques de la guerre. Mais on s'est beaucoup moins demandé dans quelle mesure l'unité intellectuelle de l'Europe fut alors brisée. Certes, les proclamations patriotiques des poètes et des penseurs qui se répandirent de tous côtés au cours de l'automne 1914 ont été bien étudiées et bien présentées. Mais les conséquences désastreuses à long terme de la guerre des esprits ont été perdues de vue. Tout d'abord, il faut noter que dans la période qui a précédé 1914, il y eut aussi de féroces rivalités nationales entre les scientifiques, mais en même temps, il y avait beaucoup de bonne volonté pour coopérer, ce qui permettait que naquissent des amitiés parfois profondes. Pour rester dans le domaine des études classiques et en même temps dans le cadre du Collège de France, à partir des années 1880, René Cagnat publiait avec Johannes Schmidt et Hermann Dessau les inscriptions d'Afrique du Nord pour le Corpus Inscriptionum Latinarum. Depuis 1903, Maurice Holleau était la force motrice pour la publication en collaboration avec Wilemowitz et Hiller Gärtringen des inscriptions de Delos dans les inscriptiones grecques. Il y avait depuis 1899 un accord formel à cet effet entre l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie prussienne. Surtout des spécialistes de l'Antiquité s'étaient eux-mêmes investis dans la création de l'Association internationale des académies qui se réunit pour la première fois à Paris en avril 1901. La présidence d'honneur fut confiée à Theodor Mommsen. L'image, s'il vous plaît. Vous voyez la salle de l'Institut avec une conférence de Theodor Mommsen en cette année 1901, comme un symbole de la coopération avant la guerre. Lors de l'ouverture, le comte de Franqueville, président de l'Institut de France, déclara, je cite, « Comme la Vestale entretenait ce feu sacré avec un soin jaloux, guidait l'humanité dans sa marche douloureuse à travers le temps, apprenez-lui à remplacer les luttes de la guerre par celles du travail, la haine du prochain par la compassion et par l'amour. » Le but de l'association était la préparation et la promotion des travaux scientifiques d'intérêt international. Lui ont été consacrées les assemblées générales de Londres, de Vienne, de Rome et de Saint-Pétersbourg. La suivante devait se tenir à Berlin en 1916. En parallèle, il y eut de nombreuses réunions scientifiques internationales et même déjà un tourisme de congrès florissant. Certes, on ne doit pas idéaliser tout cela. Avec quelle ambivalence des sentiments ont Camille Jullian dépeint les épisodes de l'année où il a étudié auprès de Mommsen à Berlin dans ses lettres à Fustel de Coulanges. Et lors du congrès international des historiens à Berlin en 1908, la retenue française s'est clairement manifestée. D'autre part, de nombreux scientifiques allemands restèrent très sceptiques à l'égard de la pratique d'échange des professeurs entre l'Allemagne et les États-Unis, qui s'était mise en place depuis 1905. Il s'agissait toujours d'un internationalisme des patriotes.
Cependant, Hermann Diels, secrétaire de la classe philosophico-historique de l'Académie de Berlin, prouvait plein d'espoir ouvrir la Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik qui venait d'être fondée en 1907 par une contribution, les initiatives pour l'unité de la communauté scientifique. Il terminait par ces mots. À la Pentecôte de cette année se réunira à Vienne la 3e Assemblée générale de ces grandes associations scientifiques. Si les représentants de toutes les parties se rencontrent, il deviendra évident qu'humain sur le terrain neutre de la science, l'amour unificateur est devenu plus fort que la haine qui divise. Le même Hermann Diels était contraint de déplorer en 1915 une catastrophe de la science internationale. Son prétendu terrain neutre fut dès les premiers jours d'août sillonné par de profondes tranchées, alors que les véritables tranchées n'avaient pas encore été creusées. Sur ce point, la symétrie entre les positions prises est frappante. En France, toute la colère se porta contre l'Allemagne. On le comprend rétrospectivement à la lumière de l'invasion allemande du nord de la France après l'échec de l'offensive du plan de Sète. Mais il faut observer le déroulement chronologique. Avant l'invasion proprement dite, avant même les événements de Louvain et le bombardement de la cathédrale de Reims, déjà à la séance du 8 août 1914, Henri Bergson avait déclaré comme président de l'Académie des sciences morales et politiques la lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Tout le monde le sent, mais notre Académie a peut-être une autorité particulière pour le dire. Vouée en grande partie à l'étude des questions psychologiques, morales et sociales, elle accomplit un simple devoir scientifique en signalant dans la brutalité et le cynisme de l'Allemagne, dans son mépris de toute la justice et de toute vérité, une régression à l'état sauvage. De toute évidence, il n'y avait pas besoin que des événements liés à la guerre se soient concrètement produits pour que soient aussitôt mobilisés, en faisant même référence à la démarche scientifique, des stéréotypes anti-allemands et pour que soit oublié ce qu'on savait très bien de l'autre. Avant la guerre, Bergson avait eu de très bonnes relations avec les philosophes allemands tels que Rudolf Eucken et Wilhelm Wundt. La même chose s'applique à Emil Durkheim, qui avait étudié pendant une année en Allemagne, mais qui maintenant, en dépit de son excellente connaissance de la littérature allemande, jugeait bon, dans l'Allemagne au-dessus de tout, de fonder sa condamnation de la mentalité allemande sur un seul travail de Treitschke. Du côté allemand, Werner Sombart ne se comportait pas autrement. Il assurait en conformité complète avec l'opinion générale en Allemagne qu'il n'entretenait pas de haine contre la France. Je cite. Nous pensons que malgré leur haine fanatique des Allemands, que nous respectons et que nous prenons en considération, les Français sont des adversaires chevaleresques qui nous sont très certainement égaux dans leur colère combative, dans laquelle ils mettent aussi beaucoup plus de force et de volonté à obtenir la victoire que nous étions au début enclins à le croire. Sombart était d'autant plus en accord avec ce que pensaient la plupart des Allemands que c'était sa haine spontanée et élémentaire contre la perfide Albion qui l'emportait et à laquelle il consacrait son pamphlet des commerçants et des héros. Sombart bâtissait ainsi une opposition fondamentale entre les Anglais et les Allemands, bien que comme spécialiste important de l'histoire économique européenne, il fut nécessairement mieux informé. Mais les images de l'ennemi sont largement de pure projection des espoirs et des craintes de chacun.
en est celui concret. Les Allemands étaient secrètement conscients de la suprématie de la flotte anglaise et de l'Empire britannique. Et les Français avaient à l'esprit la supériorité menaçante de l'armée allemande. Un autre phénomène vint s'ajouter à cela. À l'automne 1914, d'un côté comme de l'autre, les plus va-t-en-guerre n'étaient pas en premier lieu les chauvins extrêmes. Ce n'étaient pas les hommes de l'Action française, ce n'étaient pas les pangermanistes. C'étaient les libéraux qui, précisément à cause de l'attitude ouverte qu'ils avaient observée jusque-là, se sentaient obligés de donner une expression particulièrement énergique au patriotisme général. En France, c'était un Bergson, un Durkheim, un Ernest Lewis qui s'étaient trouvés depuis 1910 sous la forte pression de l'extrême droite dans son combat contre la nouvelle Sorbonne germanisée. En Allemagne, c'étaient les membres du Goethe-Bund qui, depuis 1900, étaient entrés en conflit contre les cléricaux et les conservateurs pour la liberté de l'art moderne et de la littérature contre la censure d'État. Sans hésiter, ils se présentaient désormais comme les auteurs du désastreux appel au monde civilisé. Nous ne pouvons pas ici creuser davantage les discours belliqueux et les pamphlets des scientifiques pris individuellement. Des deux côtés, ils ont nourri avec force les stéréotypes nationaux et malheureusement trahi le plus souvent la tâche des intellectuels, qui est précisément de soumettre à l'analyse critique les faiblesses de sa propre position. Encore plus lourd des conséquences que la colère patriotique des intellectuels fut le fait que pour la première fois dans l'histoire, ils combattirent aussi les uns contre les autres à coups de manifestes en phalange compacte. En premier lieu, ce furent les savants allemands et anglais qui entrèrent en conflit. Du côté français, on se tint dans un premier temps à l'écart de cet échange de coups. Quand on lit ces manifestes aujourd'hui, on voit que les deux côtés étaient tellement convaincus de la justesse de leur propre cause qu'ils n'étaient pas prêts à entendre les arguments de l'autre et encore moins à les apprécier avec équité. Il en résulta que cette conversation polémique fut en réalité un dialogue de sourds. Cette guerre des esprits connut une intensification symbolique avec l'appel an die Kulturwelt que 93 artistes et savantes publiaient le 4 octobre. Il fut aussi pour cette raison désigné sous le nom de Manifeste de 93. Cet appel ne se distinguait pas fondamentalement des autres manifestes, en ce que, conscient de détenir la vérité, il croyait devoir remplir, comme Bergson le 8 août, un simple devoir scientifique. En fait, il était même conçu de façon défensive et voulait, grâce à la notoriété des signataires, en vérité les plus grands noms de la science et de l'art allemande, parmi lesquels de nombreux lauréats du prix Nobel, et grâce à l'évocation de Goethe, Beethoven et Kant, obtenir la reconnaissance par l'opinion publique du monde civilisé du fait que les Allemands étaient un peuple de culture et ne pas des barbares, comme le proclamait la propagande française. Il vaut la peine de mentionner que s'il est vrai que cet appel fut signé par de nombreux professeurs, c'était surtout des hommes de lettres qui avaient participé à l'écriture de ce texte. Le premier projet venait de Ludwig Fulda, qui avait auparavant obtenu la croix de la Légion d'honneur pour ses mérites en matière de traduction d'œuvres de la littérature française. Juif allemand, il se suicida en 1939 parce qu'il n'obtint pas de visa pour les États-Unis. Dans ce manifeste, les 6 mentions, il n'est pas vrai que, imprimé en gras,
contestant des affirmations qui pour partie étaient effectivement indéfendables sous la forme où elle était avancée et qui partie aurait dû soigneusement discuter sur la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre en général, comme sur le comportement des troupes allemandes en Belgique, ne pouvait toutefois qu'avoir un effet de provocation sur les lecteurs étrangers. Aussi bien l'identification totale avec le militarisme qui était conçu en quelque sorte comme la version allemande de l'Union sacrée était ainsi difficilement compréhensible. L'appel fut considéré comme une preuve de l'arrogance des savantes allemandes et devint aussi l'instrument adéquat pour rompre enfin définitivement avec la science allemande. Ainsi, au cours de la séance du 23 octobre, Émile Châtelain lut-il comme président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres une déclaration, je cite, « L'Académie a été douloureusement surprise de voir que des hommes illustres, quelques-uns même de ceux qu'elle avait associés à ses travaux et à qui elle avait cru pouvoir confier ainsi une part de son honneur, n'ont pas craint pour excuser ses crimes de nier le fait le plus certain. En conséquence, elle déclare que ceux qui ont mis ainsi l'autorité de leur nom au service de la violence lui paraissent avoir manqué gravement à un devoir d'honneur et de loyauté. Les autres académies suivent en dernier lieu l'Académie des sciences le 3 novembre. Au début de l'année 1915, les signataires de l'appel qui avaient été membres et correspondants furent exclus des diverses académies. Quelques-uns des membres français, mais pas tous, avaient au même moment déclaré qu'ils se retiraient des sociétés savantes allemandes. Le fossé entre les savants des deux côtés était profond. Ce fut Ernest Lavis qui exprima de la façon la plus inflexible le rejet de la tentative suisse de permettre la communication entre les parties. Non possumus. Seuls quelques... En Belgique et en France, on était vraiment déterminés à veiller à mettre en place après la guerre un boycott international de la science allemande que par voie de conséquence on étendait aussi aux savants des autres puissances centrales, l'Autriche, l'Hongrie et la Bulgarie. Henri Pirenne, en tant que président de l'Académie royale de Belgique, qui se réunit de nouveau pour la première fois le 6 janvier 1919, fut l'inspirateur de l'exclusion des signataires de l'appel de 1993. Dans tous les débats et décisions qui s'y rapportaient, cet appel devint pratiquement l'argument passe-partout qui suffisait à définir une fois pour toutes la barbarie méthodique ou scientifique allemande. Il fut ainsi traité de façon complètement isolée, alors que les autres manifestations d'opinion qui des deux côtés posaient problème disparaissent rapidement dans un crépuscule miséricordieux. Pourtant, la lettre de Max Planck à son collègue néerlandais Hendrik Anton Lorentz, publiée le 12 avril 1916, ainsi que de nombreuses autres déclarations que des signataires firent après la guerre, avaient éclairé de nombreux détails. Mais un Clemenceau n'en prit pas connaissance lorsque, le 12 octobre 1919, devant le Sénat français, il lut l'appel à haute voix et dans son intégralité. Ni non plus les savants qui poussaient au boycott des scientifiques des puissances centrales. En ce domaine, les sciences de la nature étaient particulièrement actives. Un discours de Paul Painlevé devant l'Académie des sciences en décembre 1918 en caractérise le ton. Déjà à propos de la science allemande d'avant-guerre, expliquait-il, c'était une gigantesque entreprise où tout un peuple avec une patiente servilité
s'acharner à fabriquer la plus formidable machine à tuer qui ait jamais existé. Les préparatifs du boycott commencèrent pendant la guerre. Au début, les plus éminents représentants de la Belgique et de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis étaient d'accord. La démarche avait été définie à la fin de 1917 par un mémoire de Georges Lecointe pour l'Académie belge et par les recommandations que l'Académie des sciences, sous la présidence de son secrétaire perpétuel, Émile Picard, avait décidé le 30 septembre 1918. Ce fut sur ces fondements qu'une conférence préparatoire des académies de 9 pays réunis à Londres en octobre prit cette décision. À propos des objectifs de la réunion, on notera que la préambule rappelait qu'en bon vieux temps, il était habituel, après la guerre, de revenir à l'ordre du jour. Je cite, « De tout le temps, la recherche devrait former une chaîne assez solide pour résister à l'effort des antagonismes nationaux. La guerre jadis a fréquemment interrompu la coopération des individus sans détruire leur mutuelle estime. La paix venait bientôt effacer les traces des luttes passées. Si aujourd'hui, les délégués des académies scientifiques des Nations alliées et des États-Unis d'Amérique se voient dans l'impossibilité de reprendre des relations personnelles, même en matière de sciences, avec les savants des empires centraux, tant que ceux-ci n'auront pas été admis de nouveau dans le concert des nations civilisées. Ils le font en pleine conscience de leurs responsabilités. Ils ont pour devoir de rappeler les motifs qui les ont amenés à cette décision. Suit une assez longue liste d'accusations sur la façon dont l'Allemagne a mené la guerre. Parmi les résolutions, c'était l'article 1 qui était le plus décisif, qui prévoyait la dissolution de toutes les associations scientifiques internationales et la formation de nouvelles par des puissances qui ont mené la guerre contre les empires centraux avec le concours éventuel des neutres. Au cours d'une deuxième conférence préparatoire à Paris, en novembre 1918, fut formé un conseil international de recherche provisoire avec un comité exécutif. Sur 5 membres, Émile Picard, Georges Lecointe, Arthur Schuster, Royal Society, Vito Volterra, Accademia dei Lincei, et George Ellery Hale, Foreign Secretary of the National Academy of Sciences, Washington, incarnèrent l'esprit de la nouvelle entreprise. Par la formation d'unions des associations internationales organisées dans chaque domaine scientifique, on voulait insuffler de la vie au nouveau conseil et en même temps contrôler l'avenir du travail scientifique. L'association des neutres faisait l'objet d'un débat. Les anglo-saxons le souhaitaient, les autres s'en méfiaient. Avec les mots de Picard, c'est par le canal des neutres que les Allemands vont chercher à entrer dans le concert des nations par une petite porte dérobée. Les décisions préalables fixaient la constitution proprement dite de la nouvelle organisation à la conférence de Bruxelles en juillet 1919. On décida d'inviter un nombre choisi d'académies de pays neutres, mais à côté des puissances centrales n'étaient pas comprises non plus la Russie et la Grèce que l'on considérait comme trop germanophiles. Bien entendu, les premières difficultés apparurent bientôt. En Angleterre, surtout, de nombreuses sociétés savantes ne voyaient pas pourquoi elles auraient dû se subordonner au nouveau conseil. Dans les pays neutres, nombreux étaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'exclusion des puissances centrales. Une lettre de protestation du néerlandais Jacobus Cornelius Kapteyn recueillit plus de 200 signatures. Elle était complètement prémonitoire. Je cite, « Croyez-vous bien faire en allumant le flambeau de la guerre
à peine éteinte dans le champ politique, dans le terrain sacré de la science, à qui la responsabilité si plus tard les savants des empires centraux, se sentant insultés, refusent de renouer les liens que vous déchirez. Au cours de l'année 1920, les académies des pays neutres entrèrent pourtant au Conseil. Ce but essentiel était, à côté de l'exclusion des savantes, l'élimination de la langue allemande de l'espace international et le refoulement des revues des recensions allemandes jusqu'ici dominantes. Tout d'abord, le boycott fut efficace. Les savants des puissances centrales ne furent pas invités à la plupart des conférences. Mais les nouvelles unions furent en règle générale incapables d'un travail constructif. Les revues de référence et les publications spécialisées allemandes furent remplacées de façon insuffisante et les doutes sur le boycott augmentèrent. Pas seulement dans les pays neutres, mais aussi chez les anglo-saxons, alors que les représentants des pays qui, à l'ouest, avaient été particulièrement touchés par la guerre, la Belgique et la France, voulaient maintenir le boycott. Ils réussirent lors de la deuxième et troisième réunion du Conseil international de recherche en 1922 et 1925 à rejeter des propositions d'adhésion. Émile Picard dit alors: pour certains, ces années forment un temps bien long et ils estiment que l'oubli peut venir. Pour d'autres, au contraire, ce temps paraît bien court pour jeter un voile sur tant d'actes odieux et criminels, surtout quand aucun regret n'est exprimé. Les sciences humaines ne dépendaient pas autant de la coopération internationale que ne le faisaient les sciences de la nature. Pour cette raison, il n'était pas nécessaire de mettre en place un comité central de direction ni de se préoccuper du remplacement des revues spécialisées allemandes. Mais l'Union académique internationale, qui avait été fondée en mai 1919 à Paris, avait naturellement comme objectif la mise à l'écart de la science allemande, même si l'exclusion des puissances centrales n'avait pas été explicitement établie et que d'entrée de jeu, les neutres devaient y prendre part. Henri Pirenne fut élu comme premier président. Les comportements des historiens après la guerre ont été particulièrement bien étudiés. Il y avait surtout des Américains qui, depuis 1922, aspiraient à organiser un 5e congrès des historiens avec la participation de toutes les nations. Alors qu'ils cherchaient à gagner le consentement d'Henri Pirenne comme président de l'Union académique et prévoyaient de choisir Bruxelles comme le lieu de rencontre, ils abordèrent les problèmes de façon assez frontale. Pirenne, le congrès des historiens se tient à Bruxelles en avril 1923 sans, il est vrai, aucune participation allemande et par solidarité autrichienne. Cependant, sous la pression des Américains et des Anglais, ainsi que de nombreux neutres, le Congrès a décidé de créer un comité international de sciences historiques permanentes qui devait être aussi représentatif que possible de tous les pays. Il fallut encore 2 ans pour qu'à Genève, en mai 1926, puisse se tenir la réunion constitutive du comité avec participation allemande. L'aide financière américaine n'y fut pas de nouveau sans importance. Les réunions du bureau à Paris et à Göttingen se déroulèrent ensuite dans une atmosphère qui allait en s'améliorant, particulièrement entre les participantes françaises et allemandes. Et à Oslo, lors du congrès des historiens suivants, les représentants allemands de la discipline étaient représentés à l'égalité des droits. Cette évolution devait beaucoup aussi au fait qu'après l'occupation de la Ruhr par les troupes belges et françaises en 1923,
puis le plan d'Oz en 1924, le traité de Locarno en 1925 et l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations en 1926, le climat général en Europe s'était nettement détendu. C'était ainsi les gouvernements eux-mêmes, ceux des Alliés comme l'Allemagne, qui poussaient de plus en plus au compromis des savants réticents. De ce point de vue, le comportement du ministre français de l'Instruction publique, Anatole de Mancy, fut tout à fait symptomatique. Le 9 juillet 1925, un jour seulement après la demande d'admission de l'Allemagne, au Conseil international de recherche eut été de nouveau rejetée, il exprimait auprès de l'ambassadeur allemand sa vive désapprobation de la décision et il annonçait une visite à Berlin qui eut lieu alors à la fin de ce même mois de juillet. Au cours d'une réunion extraordinaire du Conseil international de recherche en juin 1926 à Bruxelles, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie furent sur un accord général invités à entrer. Du côté de l'Union académique aussi, on décida lors d'une conférence à Göttingen en mai 1927 de chercher désormais à obtenir l'intégration des Allemands. Mais il apparaissait bien maintenant que les mises en garde de Kaptein en 1919 avaient été très justes. Les savants allemands, particulièrement les plus vieux et les plus éminents d'entre eux, étaient tous simplement amers. Ils souffraient d'être constamment traités de barbares ou même de monstres, et ils ne pouvaient s'accommoder ni du paragraphe 231 du traité de Versailles sur la responsabilité de la guerre, ni de leur exclusion des groupements scientifiques qui, pour l'essentiel, étaient nés à leur initiative. Le paragraphe 231 et le boycott avaient eu essentiellement pour conséquence que les savants allemands, dans leur aigreur, défendaient la non-culpabilité de l'Allemagne en général et leur intégrité personnelle et n'étaient pas à même de réfléchir sur leur participation aux querelles ni sur la part revenant à l'Allemagne dans la responsabilité collective de la guerre. Au point que Max Planck, qui pendant la guerre s'était montré lui-même très mesuré, écrivit le 5 décembre 1923 à Lorenz qu'il n'était pas question d'un retrait public de l'appel de 1993 par les signataires. Cela aurait donné l'impression, je cite, que les savants allemands, mus par leur amère détresse, se déclareraient prêts à abandonner la conviction qu'ils avaient exprimée auparavant que la guerre ne révélait pas de la culpabilité de la seule Allemagne et qu'après qu'elle eut éclaté, il était de leur devoir de se tenir aux côtés de l'armée allemande. Cette conviction demeure encore en fait aujourd'hui, dit Max Planck, même si aucun observateur intelligent parmi nous ne peut nier les grandes lacunes et les inexactitudes que contenait cet appel de 1993. Nous sommes les vaincus. Dans la situation où nous sommes, nous demander encore une nouvelle concession revient à infliger encore après coup une peine à l'ennemi couvert de blessures et même une peine plus dure que celle de l'asservissement politique et économique. Du reste, les savants allemands pouvaient compter aussi sur plus d'un soutien, sur de nombreuses neutres, sur des liens avec l'activité scientifique dans la jeune Union soviétique, sur la compréhension croissante des pays anglo-saxons et sur leur propre capacité d'organisation, même dans des circonstances difficiles. Aussi posaient-ils désormais leurs propres conditions pour accepter l'invitation à atterrir, c'est-à-dire, premièrement,
la reconnaissance du caractère injustifié du boycott et deuxièmement, l'égalité complète de le traitement de la langue allemande comme langue de travail officielle. Bien que le ministère allemand des Affaires étrangères eût été très fâché de cette attitude, on en resta au refus. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les sciences de la nature n'adhèrent pas au Conseil. Les sciences humaines ne se rattachèrent à l'Union académique qu'en 1935, à une époque où, à vrai dire, de tout autres problèmes étaient déjà à l'ordre du jour. Cependant, sur le terrain des congrès des spécialistes, la normalisation pour la participation allemande s'accomplit dans une très large mesure. Sur ce point, elle pouvait donner lieu à des scènes émouvantes, comme l'entrée de David Hilbert après un boycott de 10 ans au Congrès international des mathématiciens à Bologne en 1928, lorsque tous les présents à la vue de ce grand homme et savant se levèrent spontanément. Sans doute ne savaient-ils vraiment pas alors que Hilbert avait explicitement refusé de signer l'appel de 1993. Je vous remercie.